Les circuits courts, ce n'est pas uniquement aller faire ses courses à maximum 30 km de chez soi, c'est une mode réelle, c'est quelque chose en plein essor en ce moment, ici en Nouvelle-Aquitaine, mais partout ailleurs. On va faire le point avec nos experts sur cette question. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Limoges, dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine, qui une fois de plus fait confiance à Sud-Ouest pour animer cette rencontre. Une rencontre qui va répondre à une question, entre autres, circuit court, utopie ou réalité, une question d'actualité, on le disait à l'instant. Bienvenue ici à tous et toutes. On va vous présenter nos invités. Je vais juste rappeler, comme d'habitude, que nous avons Urbs, notre dessinateur, qui va nous accompagner tout au long de cette émission et qui va aussi certainement participer à sa façon à ce débat qui va être largement nourri par l'expérience de toutes et tous. Vous en faites partie. Bonjour Claire Maté, vous êtes agricultrice, éleveuse. Vous êtes installée à Guéret, dans la ville même de Guéret. C'est une particularité qui va pouvoir expliquer, je pense, comment et pourquoi vous avez développé la vente directe. Toutes vos bêtes partent en vente directe. Je ne vais pas vous parler plus longtemps d'Éric Orsena qu'on ne présente plus, mais je suis sûr, Éric, que vous êtes déjà passionné par cette façon qu'ont les agriculteurs et les agricultrices ici, et pas seulement en Bretagne qui vous est chère, et même peut-être sur les marchés parisiens où vous êtes aujourd'hui, puisque vous êtes en visio. On vous aura tout au long de cette émission. Éric, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends parfaitement, et je pense que ce thème d'aujourd'hui est exactement, au fond, le mot rencontre de l'alimentation. Car le circuit court permet de rencontrer ceux qui produisent notre alimentation. Alors ça, on va en parler effectivement parce que mieux connaître ces produits, c'est mieux connaître aussi les producteurs. Et on a un spécialiste de marketing sur cette question. C'est vous, Olivier Bechery, vous êtes formateur justement en marketing. On vous trouve dans plusieurs établissements d'ingénieurs. Vous êtes au marketing stratégique, pardon. Vous êtes à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. On vous trouve à l'ISTOM, à l'Université catholique d'Angers. Et puis on vous connaît aussi en tant que consultant. On continue nos invités. Thierry Pousson, vous venez du Pays Basque. Merci d'être venu ici. Le Pays Basque a fait quelque chose de très innovant à un moment puisque vous avez, en tant qu'intendant, excusez-moi de résumer votre métier à ce mot qui parle peut-être plus facilement à ces gens qui nous suivent, mais aussi acheteur public au sein d'un lycée, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous avez ouvert les portes des lycées à un moment, au moment où ils étaient fermés, ce qui est paradoxal, pour faire de la vente directe. On en reparlera avec vous. Et puis aussi, on le rappelle, les lycées respectent l'obligation d'achat local. On verra ce que ça veut dire avec vous. Et puis enfin, Jacques Maté. Alors, je le précise tout de suite, parce qu'il n'y ait pas de quiproquo. Vous n'êtes ni le cousin, ni le mari, ni le papa de Madame Maté qui est en face de vous. Vous confirmez, Claire ? C'est bien, c'est confirmé. C'est juste le hasard. Ce qui n'est pas le hasard, Jacques, c'est de vous avoir ici. Vous êtes un spécialiste des circuits courts. Et le spécialiste, j'avais envie de dire, faire un sujet sur les circuits courts, c'est un peu comme parler des bons produits sans parler de la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes professeur à la faculté de sciences éco de l'Université de Poitiers. Et puis, vous êtes l'économiste rural que l'on cite régulièrement sur les circuits courts. Merci d'être là, tous les quatre. Et on va accueillir le président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, Luc Servant. Bonjour, avancez. Bonjour. Alors, on est en mesures sanitaires, donc on fait très attention aux distances. Pourquoi la Chambre est aujourd'hui partenaire de ce débat crucial, j'ai envie de dire ? Alors pour nous, c'est primordial d'être présent sur ce débat, puisqu'il y a aujourd'hui une demande forte des consommateurs et des citoyens, justement, de se tourner vers les circuits courts, de retrouver les producteurs, ça a été dit. Et nous, on doit accompagner les agriculteurs, les producteurs, pour répondre à cette demande. Et effectivement, c'est un accompagnement sur un temps assez long, puisqu'il faut que les exploitations se transforment, que les agriculteurs se forment. Mais il y a vraiment une forte demande et une forte volonté de la part des organisations agricoles d'y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris à part entière ou est-ce que ça reste quelque chose de marginal et comment vous le situeriez dans le fonctionnement des exploitations ? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était quelque chose de marginal. Là, il y avait quelques vendeurs directs ou présents sur les marchés. On a senti depuis quelques années que c'était comme une demande qui évoluait de plus en plus forte, une demande du consommateur. Avec le confinement, il y a un an, c'est vrai que cette demande a vraiment explosé. On a senti vraiment un boom de la volonté du consommateur d'aller acheter directement chez le producteur, de connaître l'origine de produits, de connaître les producteurs. Un boom qui peut-être est en train de retomber un peu aujourd'hui, qui s'essouffle un peu, mais en tout cas, il y a une tendance qui est forte, qui se confirme en tout cas, qui va se prolonger. Et donc pour nous, il faut vraiment prendre à bras-le-corps. C'est une formidable opportunité pour l'agriculture, pour le monde agricole, une formidable opportunité pour les agriculteurs justement d'être mieux reconnus. Et donc on est très présent sur ce dossier. Je vous garde avec nous, il est formidable le président, il a déjà pitché l'émission. On a dit pandémie, on a dit rebond et on va voir comment fidéliser ses clients, c'est vraiment un sujet. Je vous garde avec nous, Monsieur Servant, parce qu'on va regarder, on va aller à la ferme de Beauregard, c'est ici. C'est pas très loin, Saint-Priest-sous-Aix. C'est certainement un cas, on va dire, important de développement de la vente directe. On se retrouve ici dans 2 minutes. À Saint-Priest-sous-Aix, tout près de Limoges, la ferme de Beauregard existe depuis 1977. Après les parents, c'est au tour des enfants de prendre leur succession.
Donc nous sommes producteurs de foie gras depuis 1977. Donc ce sont nos parents Martine et Bernard qui ont créé la ferme. Et on a repris en 2011 avec mon frère Jean-François cette ferme et nous produisons du foie gras, tous les dérivés, du canard et également en volaille, poulet, canette, pintade. Mais la particularité de cette ferme, c'est qu'ils sont des précurseurs de la vente directe. Dès le début, les produits transformés étaient vendus à la ferme ou sur les marchés. Des marchés qui n'ont plus que jamais la cote. Le retour sur les marchés, le retour au local, au terroir est quelque chose qui plaît et on sent qu'on a plus de clients, il y a plus de fréquentation sur les marchés. Pas question de travailler avec la grande distribution, ils préfèrent privilégier leur propre boutique qui représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc on retrouve à la fois toute la partie conserve, les coffrets cadeaux qu'on vend essentiellement en fin d'année mais aussi tout au long de l'année pour des remerciements par exemple. Et puis on a la vitrine avec toute la partie produits frais. Aujourd'hui, la ferme Beauregard est devenue une véritable entreprise. Elle emploie 15 salariés, aussi bien pour l'élevage des canards ou des poules que la transformation de leurs produits. Direction le garage de la ferme où sont stationnés les camions magasins. Pierre-Alexandre prépare sa vitrine pour partir sereinement le lendemain au marché de Saint-Junien. Donc il faut tout charger, préparer les produits, les commandes également. Donc que ce soit les produits bruts, donc on va dire non transformés comme les magrets, les cuisses. Après tout ce qui va être charcuterie, les saucisses, les marinades, les brochettes, les foie gras, les figues au foie gras, les abricots au foie gras. Les marchés représentent la plus grosse part du chiffre d'affaires puisqu'on fait 11 marchés par semaine. Du mercredi au dimanche. La vente directe fait recette à la ferme Beauregard. Cette année, le chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 millions d'euros, malgré le Covid et l'absence de la clientèle des restaurateurs, preuve que le circuit court accroît sa rentabilité d'année en année. Servons, on est devant un exemple peut-être un peu extrême, je ne sais pas comment vous le qualifieriez en tant que président de Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Si on veut le rapporter à l'ensemble de l'activité agricole de la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi le pourcentage d'exploitants qui s'investissent, sans parler de ce niveau-là, dans la vente directe ou dans de la vente de ce genre ? Alors ce qu'on voit aujourd'hui dans les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'il y a à peu près 20% des exploitations agricoles qui sont dans une démarche de circuit court, alors plus ou moins poussée, elles sont effectivement pas toutes comme celle-ci, mais qui sont déjà dans cette démarche par leur filière ou directement, et environ 10% des agriculteurs qui vendent en direct via les circuits courts, alors qu'ils peuvent vendre sur les marchés, à la ferme, via les drives, mais qui sont dans cette démarche. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça augmente de manière très forte depuis quelques années, et ça va encore augmenter. Et donc, il y a vraiment là une opportunité, la recherche de valeur ajoutée, ça a été dit, la création de l'emploi, et de recréer ce lien. Donc, il y a vraiment un travail à faire que l'on doit accompagner. Merci Luc Savant, ça va être le sujet de cette rencontre. Merci d'être venu jusqu'à Limoges nous faire cette introduction. On va justement retrouver quelqu'un qui est en plein dans cette activité de diversification, de production. C'est vous, Claire Maté, bonjour, je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous êtes dans une reconversion, et c'est toujours des parcours qui nous semblent intéressants, nous, journalistes, et on en trouve de plus en plus dans les métiers de l'agriculture, puisque vous étiez, il y a 3 ans ou 4 ans encore, pas du tout dans l'agriculture, mais dans un laboratoire, pour y travailler, évidemment, soyons précis, et vous avez été longtemps salarié, mais évidemment en tant que conjoint d'exploitants agricoles, très averti à ce qu'est l'agriculture. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé et vous avez fait un choix de vie ? Eh bien, de toute façon, ça faisait déjà quelques années que mon époux était installé avec sa maman. Donc effectivement, au moment du départ à la retraite, s'est posé le choix de trouver quelqu'un où effectivement moi de m'installer, et ça me plaisait énormément, puisque il faut dire une chose, c'est que le métier d'agriculteur s'invente pas non plus, et il faut être passionné avant tout. Donc effectivement, j'ai fait le choix de retourner 1 an à l'école pour me former un petit peu plus et puis m'installer avec mon époux. Alors Claire Maté, il faut le dire, votre époux n'avait pas attendu votre arrivée dans l'entreprise pour diversifier. Ça a commencé en 2007, vous étiez quasiment des précurseurs. Par contre, il y a vraiment un coup d'accélérateur. Aujourd'hui, c'est 85% de la production de viande, si le chiffre est validé, qui part en vente directe. Expliquez-moi comment vous fonctionnez concrètement.
Alors effectivement, on a donc un troupeau de 130 mères, on est sur 220 hectares. On engraisse toutes nos génisses et vaches de réforme et nos mâles, on essaye donc de les transformer en veaux de lait. Concrètement, aujourd'hui, vous employez du personnel spécifiquement pour la transformation et vous avez diversifié, ça c'est votre travail, j'ai envie de dire, et la façon de commercialiser, mais surtout, avant de commercialiser, les produits eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter la gamme des produits? Et on ne parle pas des pâtes, qui est un peu ce qu'on abordera à la fin, on reste sur l'exploitation telle qu'est pour la viande. Alors effectivement, donc on a un salarié boucher, donc on a un labo de découpe au sein de l'exploitation. Donc on transforme, donc voilà, je me répète, mais les génisses et vaches de réforme, veaux de lait, donc on fait vraiment du sous-vide, donc de l'individuel. C'est important parce qu'on m'a dit un départ, à un moment c'était ce qu'on appelait la barquette, ou je sais pas comment on dit, la cagette. Le colis, oui, effectivement. On marche toujours aussi au colis. Mais c'est plus tout à fait voilà. le but recherché des consommateurs. Donc effectivement, on travaille en individuel en fin de compte. Quand vous dites on travaille en individuel, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous êtes obligé de créer de nouveaux produits pour vous distinguer aussi. C'est-à-dire on essaye effectivement de se diversifier et d'avoir des produits nouveaux régulièrement. Alors Jacques Mathé, est-ce que c'est pas justement une des clés, ça, diversifier, produits nouveaux, autrement on est dans le flux continu de la production tel que nos concurrents pourraient le faire? Est-ce que c'est ça la clé de la vente directe? La clé que présente Claire, c'est la clé de la réponse à la demande du consommateur. Le consommateur, effectivement, il cuisine quand même beaucoup moins qu'autrefois. Et donc, le problème de la cagette, par exemple, de viande, c'était qu'il fallait tout cuisiner. Et l'offre de Claire, c'est d'avoir des produits élaborés, prêts à consommer, et c'est ça qui est le cœur de la demande des consommateurs. Et c'est certainement un des segments sur lequel une grande partie des producteurs doivent aller pour répondre justement à cette demande de type de produit prêt à consommer. Jacques Mathé, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes la référence sur les circuits courts en milieu agricole. Est-ce qu'on peut faire remonter, sans refaire tout l'historique, mais justement, à quelle date on peut dire qu'on a commencé à faire du circuit court, ou en tout cas en parler, même si on est en train de réinventer la roue, puisque le président de la Chambre le disait tout à l'heure, en fait, au début, tout le monde vendait comme ça. Les circuits courts ont toujours existé. Il y a toujours une relation directe entre un producteur et un client, qui était souvent son voisin. Mais je dirais il y a eu un élément déclenchant au milieu des années 90. Pour moi, c'est la 1996, crise de la vache folle. C'est la première fois que tous ensemble, nous nous disons ce qu'il y a dans mon assiette peut m'emmener à l'hôpital. Et donc cette prise de conscience-là a été assez majeure et c'est très typé dans la population française. On trouve moins ça dans d'autres pays, mais ça a été un élément un peu déclencheur. Et donc, pour se réassurer, on voulait savoir d'où provenaient les aliments. Ce que j'avais dans l'assiette, ça a été fait comment, ça a été fait par qui. Et puis, plus je me rapprochais de celui qui faisait, plus j'étais rassuré. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, avec vous, Olivier Beuchy, on va regarder pourquoi ça marche. C'est le prof du marketing et pourquoi ça marche de mieux en mieux, comme le disait Luc Servant dans sa introduction. Comment on explique aujourd'hui que c'est une très belle image, ce produit de la ferme? Je pense que ce que dit Jacques est très important et très juste, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette notion de proximité, de local, de circuit court, de contact direct avec le producteur, ça a toujours fonctionné dans des moments de crise alimentaire. Et donc la crise de la vache folle, ou les différentes crises de la vache folle jusqu'en 2000, c'est le développement du bio aussi en 2001, à un moment de la crise de la vache folle, mais le développement de ce qu'on appelait déjà beaucoup les circuits courts, ce qu'on appelait beaucoup les produits fermiers, et puis toutes les crises malheureusement récurrentes qui arrivent régulièrement. Puis là, on est à nouveau dans une crise depuis un an, qui n'est pas une crise de sécurité alimentaire, qui n'est pas du tout une crise de même nature que la vache folle où on pouvait finir à l'hôpital ou pire. Mais on sent qu'il y a dans toutes les études consommateurs qui sont faites régulièrement, et l'intérêt de cette période actuellement depuis un an, c'est que il y a énormément de travaux d'études qui sont faits, parce qu'on a à grandeur réelle, on a un laboratoire extraordinaire malheureusement. Et donc beaucoup de données et d'études et de travaux de recherche pour enquêter les consommateurs. Et on voit bien que, encore une fois, depuis un an, il y a ce réflexe de se tourner vers les producteurs, vers
en tout cas vers ce qu'on croit être de la proximité, du circuit court, du local, parce qu'il y a cette grande confusion dans tous les termes. Cette subtilité, parce que là on est vraiment dans notre sujet par rapport à ce qu'on devrait faire passer et la recherche qui est portée par l'ANA. Pourquoi vous dites sur ce qu'on croit? C'est-à-dire qu'il y a encore une difficulté à repérer vraiment ce qu'est le produit qui vient vraiment de chez Madame Maté, d'un produit qui pourrait être entre guillemets produit fermier, qui ne le serait pas? Il y a plein de termes qui sont ce qu'on appelle des mentions valorisantes, qu'on utilise et que les producteurs, les entreprises utilisent. C'est à notre disposition. C'est des outils pour communiquer, pour valoriser, et qui ont un intérêt différent selon les époques pour les consommateurs. Sauf que ces termes, il y en a certains qui sont très cadrés au niveau de leur utilisation, au niveau des conditions réglementaires officielles de leur utilisation, et comme circuit court par exemple, ou vente directe. La vente directe, c'est clair. On va acheter directement chez le producteur, et c'est de la vente directe. On doit acheter chez le producteur où on a un contact direct avec le producteur. Le circuit court, on peut avoir un intermédiaire. On peut vendre. Un seul intermédiaire. On peut vendre. Vous pouvez exporter vos produits au Japon, et c'est du circuit court. Ouais. D'accord, donc c'est quand même très différent, mais c'est toujours ce contact direct, un échange direct. Et puis après, on a cette question du local, du régional, des produits de proximité, etc. Et là, il n'y a pas de définition du tout. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tout le monde s'en empare, parce que c'est très valorisant. Donc il y a beaucoup d'opérateurs, de producteurs qui s'en emparent. Alors bien sûr, je lisais encore hier, la répression des fraudes dit non, mais il n'y a pas de problème, nous on sait faire, on sait vérifier que tout se passe bien, etc. Mais le consommateur, c'est pas forcément. Mais le consommateur, alors j'aime bien dire les consommateurs, parce qu'il n'y a pas un consommateur, on est tous différents autour de cette table. Les consommateurs ont leur propre grille de sélection. Ce qu'on sait par contre de manière très intéressante, c'est que en 2020, il y a une étude qui est sortie en 2020 qui nous montre qu'il y a à peu près 21% des consommateurs qui disent privilégier des produits qui sont produits pas très loin de chez eux, alors qu'on était à la moitié à peu près il y a 10 ans, quoi. On était autour de 9%. Donc on sent qu'il y a une accélération. Mais quand on interroge les consommateurs régulièrement sur le sens qu'ils mettent derrière ces notions-là, eh bien on voit que ça peut être très confus. Donc en effet, ça peut être compliqué. Quand on dit local, et on sait très bien que derrière le mot local, on peut être soit à 25 km, soit à des milliers de kilomètres. Quand on dit local égale France, c'est des milliers de kilomètres. Et le risque, c'est que les consommateurs soient déçus d'une promesse qu'on leur fait qui ne correspond pas à ce qu'eux avaient en tête. Comme il n'y a pas de cadre clair, au moins des orientations, des tendances pour donner quand même des limites. Claire Maté, sur cette question du rapport direct avec le consommateur, est-ce que vous avez l'impression, pour rejoindre ce que disait notre expert marketing, que le consommateur aujourd'hui pose beaucoup plus de questions quand il vient à la ferme ou qu'il vient sur les marchés vous rencontrez? Tout à fait, c'est une priorité pour nous. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les agriculteurs, ce qui nous manque, c'est vraiment cette communication. Et justement, nous, je sais, au sein de notre exploitation, on a fait justement des portes ouvertes pour cette transparence au niveau de notre exploitation, et c'est vrai que les gens, on s'aperçoit qu'ils veulent justement voir. C'est ce qui nous manque, l'agriculteur, la communication. C'est pas vous, l'entreprise en tant que telle et l'exploitation, c'est que vous avez l'impression que justement il y a encore vraiment des efforts à faire, parce qu'on est là pour chercher des solutions et faire passer des messages. Vous pensez que les agriculteurs qui produisent et font de la vente directe devraient encore plus communiquer sur leurs produits? On va rejoindre Eric Orsena qui disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire je connais mieux mon producteur et je connais mieux mon produit. Ah oui, tout à fait. Pour moi, je pense qu'il faudrait que justement on ouvre un petit peu plus nos exploitations et aller à la rencontre des consommateurs. Alors, Jacques Maté, par rapport à ça, est-ce que la France aujourd'hui peut être un modèle, un exemple, on va rester modeste, ou est-ce qu'il y a des pays autour de nous ou plus loin de nous qui pourraient être plutôt cités en exemple? Alors, on n'est pas vraiment un modèle. Il y a d'autres pays qui ont développé depuis aussi longtemps que nous, voire plus longtemps, la vente directe de produits fermiers. Alors, le pays peut-être qui a une représentation qui est d'excellence, c'est l'Italie. Moi, souvent, quand je fais des formations... En tant que précurseur ou encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Quand vous allez en Toscane, moi, je dis souvent à des producteurs, avant de packager votre produit, allez faire un tour en Italie. Allez sur le marché de Florence. Les Italiens, c'est un peu les Gucci du circuit court. Mais ça, c'est la punchline, la première de l'émission. C'est vraiment une capacité
à mettre en valeur le produit. Des gens qui font de la farine que j'ai vu au sud de Sienne, mais rien que le packaging, l'entrée de la ferme, extraordinaire. On va faire passer le message à Luc Serrand, qui n'est pas venu avec cette casquette, mais qui fait aussi de la farine à Courson dans une minoterie. Donc l'Italie, c'est vraiment un vrai modèle. Sur les pays du Nord, c'est pas forcément la demande est différente. Les pays du Nord, on est sur le bio. Donc le côté sanitaire entre guillemets du produit, le côté local c'est moins affiné. Et puis je dirais que là où moi j'ai fait le plus de travaux, c'est en Amérique du Nord. Donc le Canada, par exemple. Canada, États-Unis. Est-ce qu'on a des leçons à prendre justement au-delà du packaging, j'entends bien, sur la façon dont on va parler de nos produits directement par les producteurs? Et est-ce que ça, c'est un axe qu'il faut développer dans ce qu'on est en train de travailler ensemble? C'est l'axe principal parce que quand on vend un produit fermier, on vend pas qu'un produit dans une assiette. On nourrit autant l'estomac que l'esprit. On vend du plaisir, on vend justement ce que je disais tout à l'heure, de la réassurance, on vend donc tout le travail du producteur, ça va être justement de rentrer en relation et de vendre ça. Ce sont ce qu'on appelle des valeurs immatérielles. Alors parfois les producteurs le font bien. On a des gens qui ont des talents fous. Il y a j'en connais quelques-uns qui vendent du fromage de chèvre, par exemple sur l'île de Ré. C'est presque un théâtre. Ouais. Bon, par contre, il faut pas faire que du théâtre. Il faut aussi peut-être le mettre dans le prix. Et donc, il y a toute cette relation. Comment je valorise tout ce plaisir que je donne aux clients et pour gagner ma vie, quoi, en fait. On va y revenir parce que c'est très important cette façon justement de complémentarité. On l'a vu avec votre arrivée certainement sur l'exploitation de votre époux, c'est-à-dire que l'éleveur devient un commerçant, devient un communicant. Il y a autre chose qui est important, c'est la formation des consommateurs. Et là, Thierry Pousson, vous œuvrez dans ce sens, si je puis dire, puisque je le rappelais tout à l'heure, vous travaillez dans un lycée, vous faites les achats pour un lycée, vous êtes aussi président de l'association de ces professionnels. Il y a deux choses très importantes avec vous, c'est que d'un côté, il y a une loi qui vous oblige ou qui vous invite, et je pense que vous le faites volontiers, à acheter en circuit court. J'aimerais bien qu'on rappelle les chiffres, d'ailleurs, ce que vous êtes obligé d'acheter en circuit court ou en local, et quelle est la définition du local pour l'administration? Alors donc la loi Egalim de 2018, oui. Qui nous pousse logiquement pour toute collectivité à partir de 2022, donc il faudra qu'on soit à 50% de produits de qualité, pas de produits locaux, mais de produits de qualité. Et dans ces 50%, 20% de produits bio. Et dans les autres 50%, on va mettre notamment les signes SICO, donc tout ce qui est label rouge, les IGP et autres, et un certain nombre de nouveaux labels comme label haute valeur environnementale. Alors vous y êtes déjà, hein, vous êtes très engagé là-dedans, et on revient encore sur un mot que signalait Olivier Bechery, c'est qu'il y a tellement de mots, c'est tellement lexical qu'on s'y perd. Maintenant, on me dit d'acheter des produits de qualité, mais ça peut être un produit de qualité qui vient de Grèce ou d'Italie ou des États-Unis. Après, donc là, le but avec les collectivités, le travail qu'on fait avec les collectivités, c'est qu'on est plutôt nous partis sur ce que disait Olivier, donc il y a circuit court, circuit de proximité. On est plus actuellement sur les circuits de proximité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le moins de distance possible entre le producteur et les établissements scolaires. Et donc pour arriver à faire ce travail-là et fortement augmenter ces parts de bio, de local, et faire en sorte que les établissements scolaires aient un vrai impact sur leur territoire, un vrai impact en termes de développement économique, de maintien d'une agriculture paysanne aussi. Donc on a mis en place des groupements d'établissements avec des communes, des collèges, des lycées. Et ce qui est un petit peu très novateur en Nouvelle-Aquitaine, c'est que finalement on a réussi à mailler le territoire et faire en sorte que ces groupements-là, on achète, on va mutualiser nos achats pour pouvoir derrière passer un marché public unique pour satisfaire l'ensemble des besoins des collèges, des lycées, des communes qui sont avec nous. Mais par contre, c'est fait d'une certaine manière où on va pouvoir faire ce qu'on appelle des allotissements très particuliers. Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, si vous voulez, Thierry, parce que je pense qu'autrement on va effrayer, pour peu qu'ils soient effrayés, j'ai peut-être un jugement de valeur que je retire, des agriculteurs, des producteurs, qui disent ça y est, il faut que je fasse un appel d'offres, ça va pas être possible, comment je vais faire? Moi j'ai que des carottes à vendre, et voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais si je suis producteur aujourd'hui, ou si je suis parent d'élève et que j'ai envie de vous inviter à faire vos achats chez telle personne? Alors je vais vous dire pas du tout, puisque effectivement ça fait peur, la structuration telle qu'on l'a mis en place pour la demande, ça représente à peu près 59 millions de repas par an sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est juste énorme. Mais par contre, la manière dont c'est fait, on va s'adapter sur notre territoire en fait on va s'adapter à l'offre locale
Et du coup, nos marchés en fait vont être divisés sur le territoire par ce qu'on appelle des lots géographiques. On va acheter au lieu de faire un marché de viande unique sur un vaste territoire, on va faire des lots géographiques, ce qui vont permettre à des groupements de producteurs, d'une dizaine de producteurs, de pouvoir répondre à cette commande publique. Et finalement, on va pouvoir, par ce biais-là, augmenter la part de produits locaux dans l'assiette de nos jeunes collégiens et lycéens. Alors, on va parler de ces collégiens et lycéens parce qu'ils ont un rôle important, prépondérant. C'est eux qui vont demain être consommateurs. On en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette offre que vous avez mise, vous, elle rencontre ce que peuvent proposer les agriculteurs, ou est-ce que vous êtes aujourd'hui en carence, ou est-ce que ça va et ça fonctionne bien, ou est-ce qu'on peut encore développer le système? On peut encore développer. On a beaucoup progressé, notamment sur la viande. On a beaucoup aidé à structurer les filières. Actuellement, par exemple, sur les Pyrénées-Atlantiques, on fait tout un travail sur l'agneau de lait, puisqu'on s'est aperçu que les éleveurs, notamment, avaient à un moment beaucoup travaillé sur l'export, notamment vers l'Espagne. Et il y a un souhait des consommateurs et des éleveurs aussi de faire en sorte que leur production, d'abord, puisse satisfaire leur territoire. Et donc, on fait ce travail-là. Et donc, on rencontre les producteurs pour voir un petit peu comment on peut fonctionner. Donc, sur tout ce qui est viande, ça marche très bien. On a des soucis toujours pareils sur le maraîchage. Alors ça, on va s'arrêter 2 secondes, parce que vous dites toujours pareil comme une évidence, mais on voit qu'il y a des exploitations aujourd'hui qui sont en train de se créer, on voit des collectivités qui mettent des terrains à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encore lancer de l'appel, il faut encore dire aux gens, oui, il y a de la place pour le maraîchage, oui, venez le développer autour de chez nous. Oui, tout à fait, c'est très compliqué le maraîchage. Alors on a, dans la partie commande publique, logiquement, tout doit passer dans le cadre des marchés publics, de la commande publique. On fait quand même, malgré tout, un pourcentage minime de ce qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher l'offre en direct. Et donc, en maraîchage, on va contractualiser avec des petits maraîchers qui vont nous apporter toute l'année pour notre établissement, on va pouvoir travailler avec eux toute l'année sur un certain nombre de familles de produits. Par contre, pour arriver à structurer une offre maraîchage sur une zone, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver la bonne idée pour arriver à structurer via des plateformes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Pour l'instant, peu de choses à vraiment fonctionner. Le but, c'est qu'on veut pérenniser les structures. Et donc, le travail qu'on fait à long terme, alors c'est un travail où il faut être patient. Hein. Mais on a réussi à travailler sur. On a une gouvernance partagée déjà entre l'ensemble des établissements. Il y a 615 établissements. Les départements de Nouvelle-Aquitaine, la région de Nouvelle-Aquitaine, déjà c'est très novateur parce que pour une fois, on a tous les acteurs, les décideurs de la restauration scolaire arrivent à travailler ensemble et ça c'est quand même rare en France, hein, parce qu'en France l'idée c'est plutôt de faire en sorte que chacun veuille. Vous êtes même une terre d'expérimentation, il ne faut pas avoir de peur de le dire. Vous êtes en train d'expérimenter un modèle. Oui, on expérimente un modèle. Et ce modèle-là, en fait, il se base sur les acteurs de terrain que sont les chefs cuisine et les gestionnaires. Et à partir de ce travail-là de terrain, effectivement, les collectivités viennent nous accompagner réellement pour qu'on puisse développer les circuits courts sur les territoires. Une dernière question qui est cruciale, c'est le modèle économique. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette base de regroupement, vous êtes aussi en difficulté pour acheter au bon prix par rapport au prix que propose le producteur, que ce soit l'éleveur ou le maraîcher, ou est-ce que vous accordez avec les prix qui sont proposés par le marché? En fait, au niveau des marchés publics et au niveau des cantines, à l'époque, les cantines, tout le monde pensait dans l'imaginaire collectif, c'est le prix. C'est-à-dire qu'on achète de la mauvaise qualité à un prix très bas. Ce que je vous avais expliqué, c'est que depuis 2001, en fait, les services de restauration, on a des budgets qui sont indépendants, ce qui fait que lorsqu'on arrive devant nos conseils d'administration, on est obligé de montrer nos résultats. Et si vous faites beaucoup un fort excédent sur la restauration, les parents d'élèves vont vous dire ah mais justement je comprends pourquoi nos enfants ne mangent pas assez et mangent mal. Faites des économies. Donc du coup effectivement le prix n'est vraiment plus le seul critère, ça représente à peu près 30% de la note finale. Et derrière on a mis en place beaucoup de critères qualité, approvisionnement direct, donc c'est plus ou moins ce fameux critère circuit court. Et derrière aussi on est en train de travailler sur la responsabilité sociétale des entreprises et sur la juste rémunération des producteurs. Donc, ils peuvent s'entendre avec vous sur un prix correct. On n'est pas obligé de taper le prix vers le bas pour aller... Non. Et logiquement, par rapport à cette forte montée qu'on a sur le local et le bio, on arrive vraiment à s'entendre.
et on arrive à vraiment développer des circuits de proximité. Très bien. Puisque les derniers chiffres, c'est à peu près, sur les produits frais en Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près sur l'ensemble des marchés autour de 45%. Donc on est presque déjà dans l'objectif voulu avec des produits locaux, ce qui est encore mieux. On peut progresser, mais bon. Ok. Claire Maté, c'est une activité qui pèse dans le chiffre d'affaires de l'activité chez vous, la collectivité, ce genre de modèle? On en fait, oui, effectivement. On travaille avec des EHPAD, avec des lycées, des collèges. Avec des appels d'offres ou c'est plutôt en direct ou... Moi, c'est du direct. C'est du direct. Oui. Ok. Éric Orsena, vous êtes toujours avec nous, j'imagine, monsieur l'académicien? Alors, attendez, Éric, on est en train de vous faire remettre à l'écran, allez-y. Ah, j'ai un problème. Et donc, ça y est? Oui, Éric, tout à fait. Je voulais vous appeler à la rescousse, si je puis dire, en tant qu'académicien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un balayage ou un nettoyage à faire en matière lexicale. Notre spécialiste, monsieur Beuchery, Jacques Maté et là, à l'instant, monsieur Pousson, ils ont tous des mots différents pour parler de quelque chose qui est notre sujet du jour, c'est acheter local, acheter direct. Est-ce qu'on n'a pas un problème de mots déjà? Comme d'habitude, il y a un problème de mots, il y a les appellations. Vous savez, les appellations d'origine plus ou moins contrôlées, plus ou moins incontrôlées. Donc, on a eu ça depuis le début. Et c'est vrai que quand on entend un produit local, une vente directe, la qualité du bio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le local, on va au Japon, mais non, parce que c'est la qualité, mais ce que ça veut dire. Donc, vous savez, quand on nomme mal les choses, on ajoute à la confusion. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas un travail à faire là pour que le consommateur s'y retrouve plus facilement, puisqu'on est en quête de solutions? Est-ce qu'il faudrait mieux définir chaque activité? C'est ça la solution? Alors, je vais pas faire un appel d'offres où l'Académie française se présenterait des possibilités, mais c'est vrai que quand on ne sait pas ce dont on parle, le soupçon grandit. Ouais. Et comme nous sommes dans un monde aujourd'hui où le soupçon a tendance à exploser, c'est vrai que la clarté permettrait d'avancer. Parce que on va en parler après, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que cette formidable appel vers les circuits courts et la reconnaissance des producteurs, il ne faut pas que ça retombe après et que ça retombe pour ces mauvaises raisons du flou. Parce que c'est pas parce qu'on manque de précision qu'on va perdre en diversité. Vous voyez ce que je veux dire? Bien compris. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'on a vu ça aussi avec le vert, le greenwashing. Donc, on peut très bien dire, comme ça, très bien, c'est vert, c'est direct, donc c'est forcément bon. Mais le direct, c'est quoi? Le direct, si ça va vers le Japon, c'est du direct ou pas? Ça veut dire quoi? Bonne question, et je pense que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui demandera justement à être défini certainement, et vous en parliez, Monsieur Beuchery, tout à l'heure, par rapport à tous ces mots. On a parlé déjà de cette pandémie. J'ai souri tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas vu, Éric Orsena, on vous a croqué, si je puis dire, par Urbs, et il ne croit pas que vous êtes à Paris, il pense que vous êtes en Bretagne, il vous a mis sous un petit palmier sympa. Et j'ai une question... Oui, mais vous savez, c'est le changement climatique. C'est ça. Les Côtes d'Armor, pour nous, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu récemment là des chameaux passer. Très bien. Écoutez, ça confirme le dessin. Il y avait un petit mot de Urbs qui a toujours un regard pertinent, Thierry Pousson. Tout à l'heure, en gros, il dit, est-ce que manger bio, c'est bien manger? Est-ce que les élèves, les lycéens, les collégiens se réjouissent de ça? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'agneau. Ça ne fait pas forcément certainement l'unanimité sur la table dans les réfectoires. Comment vous voulez sensibiliser justement ces futurs consommateurs et ces futurs consommateurs acheteurs, déjà consommateurs à la cantine? Comment on les prépare à manger du produit meilleur, du produit local? Moi, j'ai vu le petit dessin de Urbs sur... Ouais. C'est pour ça que je vous fais rebondir. Ouais, tout à fait. Non, et puis en plus, quand on voit le dessin, on se voit dans nos établissements. Effectivement, lorsqu'on fait du bio, du local, alors ce qu'on appelle local sur les... Je vais repréciser, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, le local, c'est vraiment une production sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et lorsqu'on travaille, on essaie de travailler aussi sur une production sur nos départements. Mais effectivement, on est vraiment... l'idée, c'est vraiment une production. Il faut qu'on accompagne effectivement cette montée en puissance du local et du bio dans nos établissements. Et donc, on a tout un travail à faire de sensibilisation de nos jeunes. Mais vous le faites déjà. Ils savent qui fournit une partie de l'alimentation, des produits qu'ils trouvent. Tout à fait. On a, par exemple, si vous arrivez
au lycée de Navarre, vous avez dans le self les portraits de nos 25 producteurs locaux. C'est quand même pas banal. Je veux dire, parmi les bonnes solutions, je ne sais pas si vous vivez ça, Claire Maté, dans les EHPAD où vous êtes. Est-ce que vous êtes en photo avec votre époux pour dire, mais c'est quelque chose qui fait vraiment du lien direct. On parlait de ça, de la communication. Et vous avez du coup, quand vous rentrez au self, vous savez que vous avez, on sait aujourd'hui, il y a en plus le portrait à l'entrée du self pour dire, ben aujourd'hui le pain il vient de tel meunier boulanger, la viande elle vient d'un groupement de producteurs. Voilà, on essaie de sensibiliser puisque derrière ça a aussi un aspect plutôt positif sur le gaspillage. C'est-à-dire qu'ils sont plus vigilants, ils vont laisser moins de choses. Tout à fait. À partir du moment où vous savez que le poulet que vous avez acheté, c'est un poulet qui a été élevé dans certaines conditions, qui est élevé dans des fermes à proximité, on a aussi un autre regard et on a essayé d'amener ça auprès de nos jeunes. Et notamment, on amène tous nos élèves entrants sur une demi-journée de récolte. Voilà. C'est-à-dire ils vont récolter chez un de nos producteurs des maraîchers, des pommes. Ils vont sur différentes exploitations. Il y a un dialogue qui se noue entre les élèves. L'idée, c'est d'arriver à reconnecter les élèves à la terre. Et donc, certains vont des fois pour la première fois dans un champ. C'est caricatural, mais on n'est pas très loin, même si on habite à la campagne. Et l'idée, c'est que ce producteur-là puisse leur faire passer un certain nombre de messages et puisse montrer sa passion. Et derrière, les produits vont être beaucoup mieux consommés. On est en pleine recette de marketing, Olivier Bechery, là. On est en train de retrouver, pour certains grands de la distribution qui, à un moment, sont énamourés pour les producteurs, ces grands portraits dans un lycée. Ça vous parle? C'est quelque chose qu'il faut faire? C'est très intéressant la réalité de ce qui est pratiqué, parce que par rapport à cette complexité du vocabulaire, on a besoin de former, on a besoin de pédagogie et de former les jeunes, leur donner des repères. On a tous des repères quand on fait nos courses, et les jeunes ils font pas encore les courses, mais leur donner des repères maintenant pour qu'ils soient capables quand ils vont. Alors chez un producteur, c'est simple, on voit, c'est vous, on discute, on peut visiter, mais dans un magasin, dans une cantine, sur le marché, même sur un marché de plein vent. Faire la différence entre un revendeur et un producteur, c'est pas toujours évident. Il y a des démarches très intéressantes. Les chambres d'agriculture font un gros travail par rapport à ça, pour identifier le producteur. Mais faire de la pédagogie et donner des repères pour que les consommateurs, acheteurs ensuite plus âgés, en âge de faire leurs courses, aient des repères par rapport à ce vocabulaire qui est complexe. Juste un exemple, une étude que j'ai faite il y a quelques années, on interrogeait des consommateurs justement sur cette notion de local, des consommateurs urbains qui disaient moi le produit local c'est mon département, voilà, si c'est dans mon département ça va et ça me parle, ça a du sens. La même enquête avec des consommateurs dans une petite commune plutôt rurale et qui nous disaient moi un produit local c'est mon espace de vie. Donc c'est mon canton en fait, c'est là où j'ai mes activités, c'est là où j'emmène mes enfants dans le milieu associatif, c'est là où je rencontre mes amis, etc. Et du coup, c'est pas du tout la même dimension. Et après, on parle de la région et après, on parle de la France. Donc le risque, c'est d'être déceptif, c'est que les gens se sentent à un moment trahis quelque part. Donc leur donner des repères, c'est une très bonne. Alors les photos dans le magasin, oui, si c'est les vraies photos, si c'est les vrais producteurs. C'est la moindre des choses. Voilà, le vrai c'est la moindre des choses. Oui, il faut savoir que c'est la bonne photo qui est au-dessus du bon étal de tomates ou de pâtes ou de viande. Mais oui, c'est une bonne façon qui est mise en œuvre et qui est très intéressante. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser. On sait aujourd'hui, quand on interroge, il y a une enquête du Crédoc là de 2020 sur, vous en parliez tout à l'heure, un aliment de qualité. Alors c'est vraiment intéressant parce que en 2020, on a les consommateurs à qui on pose cette question-là. Quel mot vous associez à un aliment de qualité? Les mots associés, c'est bio, naturel, fraîcheur, français et local. La même enquête qui était faite en 2000, donc 20 ans avant, de tous ces mots que je viens de citer, le seul qui était cité, c'était fraîcheur. Les autres n'étaient pas cités. Par contre, en plus, il y avait goût, il y avait bon, parce que quand même, la base, c'est que le produit soit bon. Donc, vous voyez qu'on est sur des évolutions, bon, c'est 20 ans, mais quand même si on reprend des études il y a moins longtemps, il y a quelques années, on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent. C'est pas des choses nouvelles, cette notion des circuits courts, du produit fermier, de la vente directe ou du local, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Il y a besoin de rassurer les gens et de donner un cadre fort. Les Italiens, je suis d'accord avec Jacques, les Italiens, ils ont un slogan, enfin j'ai des gens que je connais bien en Italie, à Turin, donc dans une autre région, ils ont inventé un slogan pour le local, c'est le produit 0 km. C'est impossible, 0 km, mais au moins ça claque quoi, ça claque.
Alors, on en parlait, accélérateur. Un des accélérateurs, et Luc Servant le citait tout à l'heure, c'est la pandémie. Ça a été un accélérateur formidable pour ces circuits courts, mais aussi pour la transmission numérique, évidemment, et la transformation des achats aussi vers le numérique. Il y a une plateforme qu'on va vous présenter maintenant, qui est la plateforme de l'ANA, qui vous permet non pas d'acheter, mais de mieux connaître les producteurs. On va la découvrir ensemble tout de suite. Ça bourdonne en Gironde, du côté du Haillan, où Juan González s'occupe de ses 150 ruches. Là, on va regarder si elles en ont amassé un petit peu. Ça a l'air. Il faut surtout être délicat. On bouge en délicatesse. Voilà. Donc là, on a du miel qui a été operculé. Et sous les opercules, on a vraiment le miel qu'elles ont amassé. Voilà, donc ici, on a la reine. Donc ça, c'est une ruche qui n'est pas du tout en production, commence juste à pondre, donc il va falloir lui laisser un petit peu de temps avant de la passer en production. Et pourtant, le confinement de mars 2020 a provoqué une grosse frayeur à l'apiculteur qui venait tout juste de se lancer. J'ai eu une grosse affluence juste avant le confinement. Beaucoup de monde a débarqué à la maison pour faire les réserves de miel. Et dès que le confinement est arrivé, plus personne, plus de clients. Donc un petit peu en panique, j'ai essayé de voir de nouveaux circuits de distribution et j'ai vu effectivement qu'il y avait ce site internet qui était proposé, je m'y suis inscrit. Ce site est une initiative de l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine qui a proposé, pour faire face à la crise sanitaire et à la fermeture des marchés, de mettre en relation, via une plateforme, les producteurs et artisans néo-aquitains avec les consommateurs à proximité. Le site Produits locaux Nouvelle-Aquitaine a connu un rapide succès. Plus d'1 million de pages visitées en 2020, 35 000 consommateurs inscrits et plus de 1750 producteurs, artisans, restaurants recensés. Juan fait partie de ces derniers. Cette plateforme solidaire lui a apporté de nouveaux débouchés, notamment avec des professionnels. Ça m'a permis de diversifier mes réseaux de distribution. Je continue la vente directe à mon domicile, donc j'ai dû corriger complètement les horaires, mais il y a cette partie-là qui à nouveau fonctionne correctement. Et les épiceries avec lesquelles je travaille m'apportent un complément, c'est-à-dire que j'ai plus de sécurité sur le long terme avec des circuits de distribution un peu plus diversifiés. Et j'ai enfin les marchés, je fais partie d'une association de producteurs et ici chez Pierre Gratadour, on fait un marché de producteurs une fois par mois au Haillan. Donc c'est le fait d'avoir des réseaux de distribution différents qui m'apportent plus de sécurité et plus de sérénité dans la commercialisation. Grâce au site, Juan a fait la connaissance d'un commerçant voisin. Franck Lurine distribue au milieu de ses produits, encore aujourd'hui, les miels de l'apiculteur. On a trouvé un apiculteur, Juan González, qui faisait des miels juste à côté de chez nous. Et on ne le savait pas, on ne le connaissait pas. Et cette plateforme nous a permis de nous mettre en relation et d'avoir maintenant un partenariat assez intéressant et pour lui et pour nous. Mais ce qui serait bien, c'est effectivement que cette plateforme-là incite des petits producteurs à se manifester parce que nous, après, on les connaît et c'est un bon moyen de se rencontrer, quoi. L'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine compte bien faire perdurer cette plateforme solidaire qui recense les producteurs et artisans locaux et qui permet de valoriser la consommation en circuit court. Alors ces circuits courts, vous allez les retrouver à Bordeaux très rapidement le 21 et le 22 mai. Il y a d'ailleurs un appel qui est lancé, vous pouvez regarder ça sur le site de l'ANA et on va vous mettre l'adresse au cours de cette émission rapidement pour vous inscrire. Si vous êtes producteur et que vous voulez aller faire de la vente directe à Bordeaux, ça va être 2 jours d'un énorme marché qui à mon avis sera très valorisé. Ça y est, le logo arrive, donc vous avez l'adresse qui apparaît. On va rebondir justement sur cette vente directe. Jacques Mathieu, j'ai votre ouvrage, il est sur ma table de chevet depuis des mois, donc voilà. Donc très sérieusement, c'est un ouvrage que j'ai écrit sur les circuits courts, les 10 clés, c'est très marketing, ça fait plaisir à notre prof de marketing. Est-ce que ces clés, je ne vais pas dire qu'elles sont déjà dépassées, mais est-ce qu'elles sont à revoir avec la pandémie? Et est-ce que vous avez une clé qui permet justement de fidéliser ce que notre éleveuse présente ici appelle ses nouveaux clients, c'est-à-dire des gens qui sont venus faire l'effort du circuit court à cause ou grâce à la pandémie et qu'on risque de perdre? Est-ce qu'il y a quelque chose là pour aider les gens à mieux les fidéliser et les garder? Alors, les clés, elles sont des clés de réussite pour les producteurs. Oui. Là, on a beaucoup parlé de la partie marché, du consommateur, du client.
moi je m'intéresse beaucoup aux producteurs parce que le souci il est là. Tout compte fait, la demande, elle est très largement supérieure à l'offre. Et je vois pas d'ailleurs à quel moment les deux courbes vont se retrouver. Vous êtes catégorique là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, on peut encore largement produire, aller vendre en direct, il y aura toujours de la demande de vente. Énormément, parce que le défaut entre guillemets du circuit court, de la production fermière, c'est que c'est un système artisanal. Et l'artisanal, c'est pas l'industriel. L'agriculture conventionnelle, elle fournit des volumes. Et elle est extrêmement performante pour faire des volumes. Quand on est à l'échelle d'une exploitation en vente directe, ces volumes, ils sont à l'échelle de la capacité productive du producteur, donc de ses bras. En fait, on transfère du capital matériel vers du capital main-d'œuvre, travail. C'est pas une raison pour pas garder ses clients. Enfin, à un moment, il faut quand même on va y revenir avec vous, Madame Maté. Ils n'ont pas de problème de clients. Le problème, il n'est pas ce qu'ils ont souvent, c'est qu'ils n'ont pas assez. Je ne sais pas si ça vous arrive, c'est qu'il manque des produits. Allez-y. Ah oui, tout à fait. Non, mais je confirme. Effectivement, c'est qu'on n'a pas des quantités, enfin des volumes comme produire les GMS, ça c'est certain. Mais ça n'empêche pas que vous êtes quand même attentive à ce que votre clientèle, soit satisfaite et revienne, j'imagine. Ah tout à fait, oui. Alors, la qualité. J'y reviens, et c'est peut-être ça aussi, on va faire ça avec le marketing. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, cette pandémie qui nous a fait découvrir de nouveaux marchés, même si vous dites qu'on a, entre guillemets, trop de clients, comment on va faire pour les garder? Est-ce que là, pour Olivier Bochery, et vous, Jacques Maté, Olivier Bochery d'abord, est-ce qu'on a des recettes? C'est un vrai sujet politique, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit très bien sur les différents confinements, malheureusement, qu'on a eu depuis un an, c'est qu'il y a des effets des augmentations très fortes d'attente des clients, des consommateurs qui se tournent vers les producteurs, qui se tournent vers les marchés, qui se tournent vers le circuit court. Et puis, les drives, etc., les drives fermiers, il y a eu des choses extraordinaires. Et puis, on voit après le premier confinement que c'était monté très fort et que ça redescend. Alors, ça redescend pas au même niveau qu'avant, mais ça redescend. Et on voit ces effets-là. Donc, il y a un vrai enjeu à définir, à travailler ensemble pour avoir des phénomènes plus dans la durée. C'est-à-dire qu'on arrive à fidéliser. Et sur les circuits courts, c'est sûrement moins difficile sur la vente directe, en tout cas, parce que il y a une relation particulière qui s'installe entre le producteur et le consommateur, le client, que ce soit à la ferme, que ce soit sur le marché. Mais sur les autres circuits qui sont pas en direct, mais qui sont courts également, on voit que très vite les habitudes reviennent. Quand on peut à nouveau sortir, à nouveau faire des kilomètres, à nouveau aller à l'hypermarché et remplir son caddie, et qu'on pense que c'est moins cher, parce que c'est pas forcément moins cher, eh bien, on perd ça. Donc, il y a vraiment un enjeu. Donc, moi, j'ai pas de solution miracle aujourd'hui, mais je pense, et c'est évident qu'il y a un vrai sujet à travailler avec tous les acteurs concernés, les producteurs, les politiques, les consommateurs aussi, pour arriver à inscrire des choses dans la durée, pour ce qui se passe là en ce moment. On a dit qu'il y a un accélérateur. Eh bien, on arrive à en profiter sur la durée quand on pourra tous enlever nos masques et recommencer à vivre normalement. Thierry Pousson, je reviens vers vous parce que justement en matière là de producteurs qui avaient peut-être des soucis de débouchés, vous avez aussi innové, au Pays Basque toujours, puisque vous avez ouvert les lycées. On va voir des images, parce qu'il y a même eu un rap de vos élèves qui a été fait sur une belle thématique. Vous avez ouvert les lycées, enfin pas ouvert les lycées en tant que tel, mais ouvert au moins les cours des lycées, de façon à ce que les producteurs qui pouvaient plus écouler leurs biens et leur consommation dans les cantines qui ne fonctionnaient pas, puissent vendre directement aux familles. C'est très joli, ça s'appelle des cantines aux familles. Expliquez-nous d'où est partie cette idée. Cette idée, elle est partie de Monsieur Rousset qui nous appelait un matin, la Sénat, pour dire on a les producteurs, on ne peut plus fournir aux producteurs locaux. On a toute une liste de parents d'élèves. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu arriver à faire quelque chose pour mettre en relation ces parents d'élèves qui viendraient se substituer en fait à nos élèves qui ne peuvent plus se nourrir via les circuits courts par rapport via nos établissements. Et donc on a essayé effectivement de réfléchir au niveau de l'association, donc de la Sénat. Et donc on a créé une boutique en ligne. On a référencé les produits de nos producteurs locaux comme une boutique de vente. Donc on a fait des précommandes auprès de l'ensemble des parents d'élèves des collèges et des lycées des secteurs. Et à partir de là, donc il y avait comme un drive en fait. Les gens avaient une matinée pour venir récupérer ces produits-là. On l'a mis en place sur le Pays Basque sur un premier essai.
au mois d'avril 2020. Et vu le succès, on a décidé effectivement de faire rebondir l'expérimentation sur d'autres lycées de nos. Dans le Béarn, entre autres. Alors oui, non. Après, c'est parti même donc c'est parti sur Guéret, c'est parti sur Périgueux, sur Niort, sur Bordeaux. Et vous avez irrigué toute la Nouvelle-Aquitaine. On a irrigué, ouais, on a pu vendre comme ça par ce biais-là. Il y avait pour les producteurs, pour les agriculteurs, il n'y avait aucun frais. Voilà, tout leur était en termes de valeur ajoutée, tout leur était dédié. Et du coup, on a pu vendre comme ça plus de 100 000 euros de produits. Et Thierry Pousson, pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas devenu périn? Pourquoi on n'a pas pérennisé l'opération? Alors, dans un deuxième temps, donc on a mis en place une nouvelle opération cette année, une opération pilote, pour voir ce que ça pourrait donner avec la fin du confinement, et donc en s'appuyant notamment sur les sections hôtelières. Donc on a fait un travail avec nos enseignants, nos élèves de section hôtelière, pour essayer de reprendre l'opération. Et l'idée, c'est que en fait nos élèves puissent éduquer leurs parents, puissent leur rappeler que pendant la Covid, ils étaient allés vers les circuits courts, et pour essayer de garder ce lien, effectivement, ce sont nos élèves qui sont devenus ambassadeurs auprès de leurs parents pour leur dire il faudrait se rappeler nos bons engagements de l'époque. Et du coup, on a pu voir que ces opérations pilotes qu'on a menées il y a maintenant à peu près 2 mois ont été un vrai succès. Et donc, on va sûrement lancer une deuxième vague d'opérations. Et le but, c'est de s'appuyer sur les sections hôtelières, puisque dans le cadre des circuits courts, c'est non seulement qu'on puisse effectivement approvisionner nos établissements scolaires via la production locale. Ce qui est important, ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'en termes de demande, l'intérêt aussi que les circuits courts arrivent dans nos établissements, c'est que on a aussi des populations défavorisées, et grâce au fait de manger à la cantine tous les jours, ils ont accès à ces produits-là qu'ils n'auraient peut-être pas accès à domicile. Donc ça, c'est quand même très important. Mais l'idée, c'est effectivement que par les sections hôtelières, on arrive aussi à faire rencontrer nos élèves de sections hôtelières avec les producteurs de leur terroir, de leur territoire, et le but, c'est de faire que nos futurs professionnels, en fait, ils soient aussi à terme de vrais ambassadeurs. Alors, ça veut dire qu'il y a un acte citoyen, une démarche citoyenne de formation. On va dans le sens que on disait tout à l'heure avec Jacques Maté, c'est-à-dire de sensibiliser les gens. Est-ce que Jacques Maté, justement, de réunir plusieurs producteurs, c'est pas la solution qui se développe le plus et que vous conseilleriez, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas la peine? C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des marchés de producteurs. Là, on en a réuni plusieurs. On a vu aussi avec Claire Maté tout à l'heure qu'elle avait une grosse activité aussi sur une boutique où elle partage ses produits. Est-ce que c'est ça que le consommateur aujourd'hui veut, et peut-être encore plus demain? Mais là encore, l'avantage du consommateur, d'outils collectifs, un peu d'offres collectives, c'est que sur un même lieu, il va pouvoir regrouper une partie de son caddie. Et ce que disait Olivier est la vérité. C'est vrai que pour faire des courses, si on peut aller plus rapidement remplir le caddie, effectivement, la tendance de la GMS est extrêmement forte parce qu'elle a cette offre-là groupée. Et l'offre groupée, elle existe assez peu en circuit court. Alors, elle existe avec des magasins de producteurs, oui, mais qui se développe, hein. Enfin, là, on est aujourd'hui sur quelque chose qui se développe énormément. Oui. Mais on s'aperçoit quand même que, je pense que c'est un problème aussi de temps en fait. Hein. Les producteurs, ils sont déjà tellement accaparés pour fournir ce qu'ils ont à fournir. Organiser, coordonner quelque chose, ça veut dire passer du temps. Il faut dire qu'il y a un leader aussi ou un groupe de leaders, et donc ils vont facilement, si la collectivité ou si des organisations vont les aider à s'organiser, et là ça marche. Tout seul, c'est quand même compliqué parce que je dis, c'est le problème à chaque fois, hein, c'est l'astreinte qu'il y a à l'échelle du producteur. Alors justement, il faut lever ça. On a un jeune entrepreneur, il s'appelle Alexis Ricato, il est de Dordogne, il a une idée, il va nous la soumettre. On a fait tourner une petite vidéo qui présente son projet, vous allez voir, et ce qui m'intéresse, c'est votre regard sur son idée. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Ricato, je suis un périgourdin de 20 ans. Actuellement, je finis mes études et je crée une nouvelle enseigne de magasins alimentaires, mais pas que, qui s'appellera Loco Loco, et qui fournira des productions exclusivement locales. Le but en fait, c'est de se servir de ce qui existe déjà, du modèle qui existe déjà, les magasins de producteurs, qui sont totalement crédibles sur leur démarche de vendre des productions locales,
et qui font face à la grande distribution que l'on connaît tous. Cette grande distribution-là, elle est trop déconnectée de nos problématiques et de notre réalité de terrain en fait. Et pour y répondre, en fait, les magasins de producteurs, eux, ne sont pas armés. Par la création de mon concept, par la création des magasins locaux, je souhaite amener ces outils-là. Ça passe par un logo commun, une charte graphique commune, des outils de gestion, bien évidemment, qui sont très importants, des outils de communication, de marketing, de fidélité, qui sont extrêmement importants également, et un soutien logistique. Alors ma question est la suivante. J'aimerais savoir pour mon projet, et pour les projets qui auront la même vocation que le mien dans les années à venir, puisque j'en suis sûr, c'est l'avenir, quelles sont selon vous les opportunités et les freins à ce marché-là? Merci de votre réponse. Allez, Olivier Bochery, ça c'est pour vous. Alors c'est pas un de vos étudiants, je le précise. Les opportunités, on l'a dit, elles sont énormes. Les freins, je dirais plutôt les recommandations. La précaution première, je dirais, sur un projet comme celui-là, qui est un super beau projet, c'est à partir du moment où on construit une offre, il faut être capable d'expliquer vraiment de manière transparente ce qu'il y a. Donc là, on sent, d'après le nom du magasin ou de la chaîne de magasins, je n'ai pas compris, c'est peut-être plutôt une chaîne de magasins ou de quelques magasins en réseau, qu'on est sur du local. Je pense que moi, le premier conseil que je ferais, ce serait de définir une sorte de charte et qui soit clairement affichée. Hein, ça se fait encore régulièrement, et de dire voilà nos valeurs. Nos valeurs, nous, dans ce magasin, voilà ce à quoi on croit et voilà ce qu'on pratique. Voilà, par exemple, les producteurs avec qui on travaille, voilà là où ils habitent, voilà leur cahier des charges, voilà comment ils travaillent, voilà les points. Il y a des points, on sait, qui sont importants pour les consommateurs. Au-delà du fait que ce soit local, on sait qu'il y a beaucoup de consommateurs, par exemple, qui se tournent vers ces circuits-là pour soutenir l'économie, pour soutenir les producteurs de leur région. Et donc avoir aussi une logique de citoyen, une approche sociale, mais aussi sur le bien-être animal, mais aussi sur la biodiversité. Voilà. Donc après, on a le choix de définir les valeurs sur lesquelles on veut se positionner. Mais je pense qu'une démarche comme ça, elle a forcément un très fort potentiel. La condition, c'est de définir clairement ce qu'il veut mettre en avant, et ce qu'il veut mettre en avant, si c'est que local et que derrière il y a une diversité de qualité, il y a une diversité, une irrégularité, etc. Ça risque de pas durer trop longtemps. Il faut avoir une vision précise, une logique de cahier des charges. C'est de la même manière. On parlait tout à l'heure de marques ou d'identifiants territoriaux, de marques régionales. C'est exactement la même chose. Il faut un contenu clair et transparent et être capable de l'expliquer aux clients qui vont venir dans cette boutique. Est-ce que vous avez un regard sur le projet de ce jeune qui vous interpelle, Jacques? Olivier, c'est la même chose. C'est-à-dire que le socle de ce type d'espace de vente, c'est vraiment un socle au-delà de l'information du produit qu'il y aura, comment il fonctionne, mais surtout, est-ce que ça me fait plaisir? Pourquoi? Et donc, quel plaisir on va apporter aux clients? Et ça pose la question quasiment de la mise en scène. Il faut théâtraliser le produit. Et c'est ce qu'on vient chercher. C'est ce que vient chercher le client. C'est pour ça qu'il ne va pas dans un rayon de GMS. Le rayon de GMS, moi, il me fait pas rêver. Mais effectivement, si Claire est dans ce magasin de temps en temps, parce qu'elle n'est pas obligée d'y être tout le temps, mais elle fournit le magasin et une fois par semaine, elle vient et rencontre et elle fait rêver le client, tout est gagné. Alors justement, Claire, vous êtes dans un de ces magasins. Oui, tout à fait. On va rappeler l'enseigne et le pourcentage de votre vente dans ces magasins. Donc nous, on travaille avec Centre Frais, donc qui est basé à Guéret. Et effectivement, nous, c'est 85% de nos ventes. Est-ce que ce chiffre, qui est juste impressionnant qu'elle nous rappelle, Claire, il doit inciter justement les producteurs, l'ANA, tous les acteurs qui ont envie justement de développer ces ventes, à leur dire regroupez-vous, soyez unis. Et alors, c'est pas donner du crédit à Alexis Ricato, même si j'ai entendu l'enseignant que vous êtes saluer l'initiative. Est-ce que ça veut dire que c'est la recette clé du succès, vous qui avez fait les 10 clés du succès? C'est une des recettes clés du succès, mais c'est jamais l'outil en fait qui est important, c'est le fonctionnement de l'outil. Alors, donc, et le fonctionnement de l'outil, c'est comment en fait les différents producteurs qui fournissent le magasin assurent le service. Comment ils essayent de donner le meilleur d'entre eux. C'est à un moment donné, si linéaire, s'il manque, j'ai l'habitude d'acheter des confitures, puis pendant 3 semaines il n'y a plus de confitures.
Il faut l'expliquer. Il y a des systèmes de fonctionnement qui vont faire que, en fait, ça va détourner le client parce qu'il n'y retrouve pas son compte. Au contraire, il y a d'autres magasins qui fonctionnent fantastiquement bien. On en a quand même un certain nombre en région qui sont des modèles du genre. Mais là aussi, ça nécessite d'être professionnel, quoi. C'est des techniques, le merchandising, toutes ces techniques-là, ça s'apprend et on voit que les magasins qui fonctionnent bien se sont entourés aussi, ils ont embauché des jeunes, souvent, diplômés, qui connaissent ces techniques-là. Et c'est peut-être un peu les limites aussi des circuits courts, c'est-à-dire que ça entraîne le producteur vers des nouveaux métiers. Et il faut les maîtriser, ces métiers-là. Alors justement, un nouveau métier, on va le voir. On va revenir vers vous, Claire Mathé, parce que vous avez encore innové. En plus, on va parler d'un autre produit qui est carrément de la création de pâtes. Et on va finir avec ça, parce qu'on est en train d'en prendre un peu de retard. Je rassure l'audience, il y a des questions qui arrivent, je les garde pour tout à l'heure. On débordera peut-être un petit peu. Je voudrais qu'on aille rencontrer une éleveuse de cochons cul noir. On a un reportage qui a été tourné chez elle. Et on va voir justement comment ces éleveurs, et vous en incarnez une ici, Claire Mathé, mais c'est une de vos consoeurs, se découvrent des nouvelles activités. On se retrouve tout de suite. Installée à la Mèze, au sud de Limoges, Claire Dufour élève des cochons cul noirs du Limousin. C'est une race locale originaire du pays de Saint-Thirier, très élargie, sud Haute-Vienne, nord Corrèze, nord Dordogne. C'est une race qui est implantée dans la région depuis plus de 400 ans, qui a la particularité de déposer beaucoup de gras, mais d'avoir un gras de très bonne qualité et très savoureux. Son élevage compte une centaine de bêtes. Certains porcs sont même très jeunes. Ça, c'est les derniers arrivés. Donc nous, ils arrivent sur la ferme à l'âge de 2 mois, juste après le sevrage. On les garde un petit moment ici et puis ils vont filer en plein air dès qu'il y a une place. En moyenne, les porcs cul noirs restent 2 ans à la ferme de Claire Dufour. Ils consomment, selon leur âge, entre 800 grammes et 4 kilos de céréales par jour, pour atteindre un poids de 230 kilos à la fin de leur engraissement. Donc là, on distribue un mélange de céréales de la ferme, donc blé et orge produits sur la ferme, et du maïs également produit à la ferme. Donc nous, on a une autonomie alimentaire à 100% pour notre troupeau. C'est aussi à la ferme que sont transformés tous les produits, dans le laboratoire. Le boucher charcutier, c'est son frère Guillaume. Il prépare rôtis et côtes, mais surtout de la charcuterie. Donc la particularité du cul noir, ce qu'on va retrouver, c'est cette couche de gras qu'il va avoir, même sur le jambon. Donc là, ça va protéger au séchage et ça donne tout son goût au jambon en fait. Donc ça, c'est des jambons. À l'élevage, c'est des cochons qui ont déjà 2 ans. Les jambons, eux, on leur remet 2 ans de séchage derrière. Tous ces produits sont écoulés en vente directe. Pour le cochon cul noir, à peu près moitié-moitié vers les particuliers, l'autre moitié auprès des restaurants. Les particuliers, c'est via les marchés de producteurs de pays l'été où on cuisine sur place, le drive fermier et un magasin de producteurs saveurs fermières. Le vendredi, c'est drive fermier, porté depuis 2014 par la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et une quarantaine de producteurs fermiers qui se relaient pour assurer son fonctionnement. On a actuellement 80 clients par semaine qui viennent chercher leur panier en fait, de leur quotidien, puisqu'on a tous les produits disponibles, de la viande, produits laitiers, fruits et légumes. Alors, la mâche, avec le temps qu'il a fait cette semaine, a gelé, donc il vous a mis de la salade verte à la place. D'accord. Ok. On essaye d'acheter au maximum local, ce qu'on trouve localement en tout cas, pour faire marcher un peu les petits producteurs du coin. Depuis un mois, Claire Dufour vend également ses produits dans un magasin de producteurs. Il s'agit de l'un des plus anciens magasins de producteurs de l'Hexagone. 44 producteurs y vendent leurs produits, assurant 14 emplois sur 2 magasins à Limoges. été créé en 2003 par un petit groupe d'agriculteurs. Le principe est simple, c'est les agriculteurs qui se mettent en commun pour commercialiser en direct leur production auprès de la clientèle. Donc pas d'intermédiaire. Objectif, valoriser au maximum leur production et leur permettre d'avoir un prix le plus juste et le plus équitable pour tout le monde. Ce jour-là, le fromager, c'est Philippe Babodou. Mais ce n'est pas son véritable métier. Il est producteur de pommes et éleveur de brebis. On choisit le prix de vente de nos produits, donc en fonction de notre coût de production, en fonction de ce que l'on veut gagner aussi.
Alors bien sûr, il y a des limites. Hein. Il faut que les prix soient attrayants, il faut qu'ils correspondent à une certaine norme. Donc on a calculé notre coût de production et par conséquent, on définit un peu notre revenu. Dans un climat où la vente directe est plébiscitée par les consommateurs, plus de 30 millions d'actes d'achat par an, les producteurs tirent leur épingle du jeu et vivent probablement mieux cette période de crise que certains de leurs collègues qui sont restés sur un mode de distribution un peu plus traditionnel. Bien, Jacques, Mathé, je vous retrouve. On vient de voir effectivement cet exemple. Il y a des questions qui tombent de l'audience. J'en ai une qui est assez pertinente. Alors, je m'adresse à vous, Jacques, mais évidemment, tout le plateau peut répondre. Il y a des bonnes idées, puisqu'on est aussi là pour les partager. Il y a une personne, Nicolas Laclautre, pour le citer, qui dit pourquoi les communes, mais ça répondra aussi à l'attente de l'intendant que vous êtes et de l'association des professionnels, pourquoi les communes ne créent pas des lieux de maraîchage et emploient des salariés pour le faire? Est-ce que ça pourrait être une solution demain, puisque vous disiez tout à l'heure, Jacques, en expert de ce marché, qu'on n'a pas assez de produits à mettre sur le marché? Alors, c'est des expérimentations qui sont en train d'arriver. On voit ça autour en Île-de-France, notamment en région Rhône-Alpes. Hein. Il y a quelques communes ou collectivités qui s'engagent justement pour être le leader en fait. Hein. En fait, le producteur c'est la collectivité et donc qui salarie des gens. Oui, mais tout peut exister. Moi, je crois beaucoup. Alors, tous les schémas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait encourager, qu'on soit force de proposition? On aime bien sortir de ces réunions avec du concret. Ça peut être une solution, ça? Ça peut être une solution. C'est surtout une solution pour mettre le pied à l'étrier à des gens qui n'ont pas les moyens de s'installer, parce qu'ils n'ont pas l'accès à la terre, et donc d'être salariés, eh bien, il y a un apprentissage qui va se faire, et après, souvent, ils vont monter leur affaire. Il ne faut pas oublier que dans le cas des circuits courts, c'est une ouverture extrêmement importante du monde agricole. Parce que dans les circuits courts, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un certain nombre de producteurs sont des producteurs hors cadre familial, hors cadre agricole, et qu'une grande partie d'entre eux, on parlait d'innovation tout à l'heure, sont des femmes. Et qui montent une capacité à monter des projets, mais alors d'une innovation, je dirais d'un professionnalisme qui en ce moment est en train, c'est ça qui m'intéresse le plus en ce moment. Je trouve qu'on est en train de passer sur une autre période des circuits courts où on avait cet apprentissage. Jacques, parce que vous avez fait la transition avec Claire qui va nous parler de son nouveau produit en tant que femme qui innove, et ça tombe très bien. Mais j'aurais quand même la réponse de Thierry Pousson. Ça serait une solution, ça pourrait répondre à cette attente que vous formulez les professionnels d'avoir chaque commune qui est son maraîchage? Non, pour moi non. Ah, alors allez-y. Non, pour moi non, parce qu'en fait il faudrait une surface telle que ça paraît compliqué. Je pense qu'il faut. Alors ça fait partie des solutions, mais je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur les grossistes et faire en sorte que on arrive à amener les grossistes sur les valeurs des circuits courts, c'est-à-dire si on veut faire en sorte que des producteurs aillent contractualiser avec des grossistes, il faut qu'on puisse rassurer ces producteurs. Je pense que le travail il est plutôt là. Dans le cadre de nos marchés publics, on essaie effectivement de mettre des clauses pour qu'on puisse finalement rassurer les producteurs en disant vous pouvez aller avec ce grossiste parce qu'on va effectivement derrière voir en termes des indices, on va essayer d'analyser l'indice de coût par rapport au coût de production contractualisé. On va faire en sorte que finalement le grossiste vous achète les produits à un tarif intéressant. Et par ce biais-là, derrière, le grossiste, lui, va assurer la logistique. C'est ce qui paraît intéressant. Alors tout peut être intéressant, mais c'est vrai que je pense que sur des collèges, des lycées, il y a une telle demande. Il y a une telle demande que il faudrait démultiplier ces surfaces-là. Alors vous avez anticipé le sujet, Thierry, et je vous remercie, mais il y a une question de Pascal Ballator qui dit est-ce qu'on connaîtra un jour, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, une autonomie alimentaire? Ah, et est-ce qu'on en a besoin? Alors, que répondez-vous là, nos experts? Là, on dit que la France est le pays béni au niveau de la planète, un pays béni des dieux, lié à son offre alimentaire, parce que c'est un des pays où on trouve la plus large offre alimentaire, et des produits méditerranéens. Bon, après, on est déjà très très élevé, un pays comme la France. Après, il y a tout un tas d'autres produits qui vont des produits exotiques, par exemple, ça va être difficile. On parle pas de cela. Mais voilà. Donc non, mais l'assiette du consommateur en ce moment, elle est faite beaucoup de produits d'origine. Ce qui fait une des difficultés peut-être qu'il y a, c'est que pour un certain nombre de produits élaborés,
il y a une circulation de la matière première qui va servir à l'élaboration des produits, qui, elle, est effectivement pas très claire. Et donc c'est là qu'en fait on a des problèmes. Et on revient à notre appellation. il faut encourager l'agroalimentaire à travailler avec des matières premières françaises. Et c'est ça qui est le sujet. Justement, peut-être qu'on n'ira pas vers cette autonomie alimentaire, mais en tout cas, on va peut-être la développer. Et est-ce que justement, on n'est pas en train d'assister à cela aujourd'hui si le consommateur est de plus en plus demandeur de produits 0 km ou 10 ou 30 ? Voilà. Non, mais en effet, ça évolue fortement. Alors, c'est vrai que Jacques dit au niveau France. Alors, la question qui est posée, à mon avis, là, elle n'est pas au niveau France, elle est au niveau local, au niveau d'une région ou d'un département ou d'une agglo, etc. Et là, quand on regarde les études sur les dernières années, même les villes ou les zones urbaines ou les métropoles qui ont fait beaucoup d'efforts, elles sont à moins de 10% en autonomie alimentaire localement. Donc, d'être à 100%, on est très très loin quand on regarde localement. Par contre, c'est sûr que tous les progrès qui sont faits sont des progrès qui sont intéressants à prendre. Les efforts qui vont être faits en partie grâce à la loi, par les orientations politiques sur la restauration collective, sur la restauration scolaire, etc. Tout ça tire dans le bon sens. Et je pense qu'il faut avoir toujours en tête, par rapport à la question de mettre des salariés des communes, etc. Je pense que l'enjeu, il est double. Il est à la fois de satisfaire les consommateurs, mais à la fois de soutenir l'agriculture. Et c'est le croisement des deux qui est quand même l'enjeu principal. Si on commence à dire on n'a plus besoin des agriculteurs parce qu'on va mettre des salariés communaux qui vont... je ne pense pas que ça soit ça le projet qui soit le meilleur. C'est vraiment de trouver cet équilibre des deux axes. Allez, on va conclure avec une très belle histoire. C'est Claire Maté qui nous la procure. Claire, on a parlé pour l'instant de la production que vous faites sur la ferme familiale de viande, mais devant vous et ici, je ne fais pas la promotion du produit, c'est juste pour le citer, il y a Cœur de Creuse, qui est une marque toute neuve, si je puis dire, de pâtes que vous avez créée. Alors ça, c'est juste hallucinant. C'est pour ça que je veux finir par cette belle histoire. On parlait à l'instant avec Jacques qui anticipait sur l'arrivée des femmes de métiers différents et qui innovent. Vous l'incarnez. J'aurais juste ici cité, on avait une conférence hier où on avait une jeune femme qui elle aussi fait un choix et vient de reprendre une exploitation familiale en Charente, on en parlait tout à l'heure. Elle a planté des noisetiers parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de production de noisettes assez malgré la production du Lot-et-Garonne, et elle fait un travail formidable. Racontez-moi comment vous êtes levé un jour en vous disant à partir du blé de l'exploitation, je vais aller faire des pâtes, je vais aller à la minoterie de Courson qui malheureusement a brûlé, on le regrette pour le président Servan, mais elle va être reconstruite. Là vous êtes sur une minoterie maintenant qui est sur un autre territoire puisque c'est un Saint-Léonard de Noblat, si j'ai bien compris, et vous fabriquez à Guéret les pâtes. Mais racontez-moi, c'est fabuleux cette histoire, c'est parti d'où ? C'est parti quand j'étais en stage justement pour mon installation, en fin de compte. Donc on s'est associé avec 6 agriculteurs, donc 4 exploitations. Et en fin de compte, l'idée de valoriser au maximum nos cultures. Donc effectivement, là particulièrement la culture de blé dur. Et puis, donc on a mis en place... On peut résumer les étapes, c'est-à-dire comment on fait pour justement passer du blé dur sur l'exploitation à une marque, des produits qui se vendent, parce qu'en plus, c'est une success story, c'est le début, mais vous avez vendu en 6 mois ce que votre plan de business plan prévoyait sur plus d'1 an. Exactement. On a fait en fin de compte en 6 mois ce qu'on avait prévu sur moins d'une année, sur une année, pardon. Alors là, on est dans la vente directe et aussi circuit court, justement, oui. Puisque vous êtes porté par le même circuit. Comment ça a été accepté pourtant de la pâte? J'ai l'impression qu'il y en a partout. Qu'est-ce qui fait que la vôtre, du coup, a fait sa place sur le marché? Comment vous l'expliquez? C'est parce que effectivement, on produit directement sur l'exploitation. Donc, la seule chose qui est transformée, c'est le blé dur qui, lui, en minoterie. Et après, tout est produit, en fin de compte, à Guéret. On a un local où on fait directement Juste un petit mot sur le choix de la marque. Qui c'est qui vous a aidé? C'est une initiative? Vous avez allé voir des spécialistes comme votre non, voisin? Non, pas forcément. Ça a été le choix s'est fait entre nous 6 en fin de compte. Voilà. Alors, avant d'aller conclure avec Eric Orsena sur cette fabuleuse initiative, j'aurais 2 mots, si vous voulez bien, des experts. Est-ce qu'on est dans le juste, c'est-à-dire là, innovation plus, évidemment, valeur ajoutée égale part de marché? Est-ce qu'on répond à votre recette? Et après, on ira vers le marketing. Alors. Justement, la question de la recette sur la pâte est essentielle. Le goût. Et donc ça c'est un élément et d'ailleurs c'est pas si facile à réaliser que ça parce que le côté pour faire sécher c'est cassant. Effectivement, on a eu une semaine de formation. Ouais. Et donc c'est un vrai métier en fait. Mais c'est vrai que là on a une vraie différenciation d'origine.
hein, liées justement à ce blé qui a été travaillé d'une manière, et cette recette qui est faite, et ça le consommateur il le reconnaît tout de suite. Tout à l'heure quand on a parlé goût, c'est quand même un élément clé, enfin quand on mange, on est tous pareils, quoi. C'est quand même, est-ce que c'est bon dans mon assiette, ou est-ce que tout compte fait, j'ai pas envie de finir l'assiette, quoi. Olivier Beuchery, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette expérience-là? Je trouve que le produit, il est beau, déjà. Il y a une... Il ressemble à des pâtes, hein. Vous êtes gentil de lui dire qu'il est beau. Non, mais le produit, quand je dis le produit, c'est pas la pâte, c'est le paquet, là. Il y a un joli paquet, il me dit des choses. Il y a des messages qui sont positifs, qui sont valorisants, qui sont intéressants. Donc, il y a une vraie réflexion que vous avez menée, et qui est vraiment très, très bien menée. Je le découvre là en même temps que vous. Mais il est beau, j'espère qu'il est bon. Donc, s'il est bon, c'est encore mieux. Et puis, il dit des choses positives que les gens ont envie de dire, auxquelles ils sont sensibles, sur du local, sur c'est le producteur pas loin de chez moi, etc. Plutôt que d'aller acheter des pâtes qui viennent de je sais pas où. Alors après il y a la question du prix. Moi je sais pas comment. On peut le dire. Allez-y, dites-nous le prix, Claire Maté. Tout dépend de la variété de la pâte, voilà, mais on est sur du 4,80 au kilo. Et il y a une partie des consommateurs, il faut toujours voir les choses comme ça. S'il y a 5, 10, 15% des consommateurs qui achètent des pâtes, qui se disent je suis prêt à mettre 1 euro de plus sur le paquet de pâtes parce que ça me dit des choses, c'est fabuleux. C'est la recette. Bien sûr. Éric Orsena, on va finir avec vous, on va conclure. Est-ce que le mot c'est il faut oser? Il faut oser, mais moi ce qui m'a passionné, c'est que d'abord sur la demande. On avait l'impression que depuis quelque temps, on était uniquement l'offre. Donc voilà, à grande distribution sur l'offre. Et donc, ce qui me frappe beaucoup dans tout ce qu'on a entendu, c'est que la demande, elle est là pour rassurer. Alors, on a parlé des mots, évidemment, mais vous savez, j'ai eu cette expérience parce que j'ai lancé avec toute la filière du paysage, c'est-à-dire les pépinières, etc., cité verte. Et parce que la demande des urbains était d'avoir du vert près de chez eux. Et on pensait que c'était absolument impossible et tout ça. C'était juste vu par les prix de l'immobilier. Quand vous êtes sur du vert, c'est plus cher. Et donc, on s'est rendu compte que la demande est là. La demande était là. Et moi, ce qui m'a frappé, je parle sous le contrôle des deux grands professeurs, mais la demande est là. Sauf que, et la demande, c'est quoi cette nouvelle demande? Cette nouvelle demande, on l'a vu, c'était rassurer, c'était aussi une catégorie très précise de, comme on cuisine moins, il faut des plats cuisinés. Mais il faut des plats donc qui changent, parce qu'on va pas faire toujours la même chose. Et donc, il faut sans arrêt inventer. Moi, ce qui me frappe de toute cette matinée, c'est ce que vous avez dit à un moment donné, c'est la formidable ouverture. C'est-à-dire, c'est plus uniquement une sorte de modèle de l'unité de l'agriculture et de l'alimentation. On est dans beaucoup plus de diversité. Et moi, je suis absolument d'accord parce que j'ai été critique gastronomique chez Gaumillot pendant longtemps. Il faut savoir si c'est bon. Et il faut savoir aussi s'il y a du théâtre. C'est-à-dire que si on donne un peu plus cher, eh bien, il faut que ça soit payé par une sorte d'enchantement. Il faut que chaque repas soit un enchantement. Donc, c'est un peu ça, un petit, un moyen, un grand enchantement. Donc, c'est ça qui me passionne, c'est-à-dire on n'est plus obligé d'être là juste pour se nourrir. On a besoin à la fois d'être rassuré et d'être un peu enchanté. Et puis, il y a l'autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est la durée. C'est-à-dire, il y a la demande et la durée. C'est-à-dire que ça continue, qu'après un petit enthousiasme, on retombe pas dans le monde d'avant et que le monde d'après soit mieux qu'avant. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est toutes ces initiatives sont faites dans le monde de l'éducation nationale. Mais éduquer, ça veut dire conduire, ça veut dire aller plus loin. Et donc, c'est formidable de voir à quel point on éduque les enfants à mieux manger, mais on éduque les municipalités à mieux commander, et on éduque les producteurs à mieux s'entendre. Parce que la deuxième chose qui me frappe, c'est que cette diversité implique de travailler ensemble. Et c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'il faut que les producteurs s'unissent un peu. J'ai vu cet exemple formidable de magasins communs à Limoges, là, parmi les premiers de France, et on se met et on change un peu les métiers. Et donc,
cette sorte de nouvelle agriculture montre bien qu'il y a un S agriculture. Et quand on dit on va être autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura des produits, bien sûr, mais quand on voit l'élevage, je suis assez bon dans l'élevage du cochon, et je dois dire que le gras du cul noir, c'est magnifique, et c'est magnifique, c'est un des plus beaux gras qui soit. Parce qu'on dit le gras, c'est pas bon, c'est complètement faux. C'est le sucre qui est très moyen, mais le gras, c'est bien meilleur. Donc on reviendra, je vais revenir en Aquitaine pour déguster du cul noir. Vous êtes invité permanent. Écoutez, franchement, c'est bien. Donc ce qui c'est le S de l'agriculture pour le bien manger. C'est ça qui me frappe. Et c'est regarder toutes ces pratiques nouvelles. Alors ces pratiques nouvelles, il faut évidemment professionnaliser pour que ça ne soit pas qu'un feu de paille. Et professionnaliser, ça veut dire travailler ensemble. C'est pour ça que j'aime ce mot de chambre d'agriculture. Comme il y a des chambres des députés. C'est-à-dire que la chambre, ça ne veut pas dire qu'on est en restriction, en confinement, pas du tout. Ça veut dire que on apprend plus à travailler ensemble. Parce que quand on travaille pas ensemble, c'est ce qu'on a vu avec l'agriculture, il y avait le producteur isolé et puis la grande distribution. On a vu que le producteur isolé, il se faisait bouffer par la grande distribution. Donc ça faisait étrange que celui qui fabriquait de l'alimentation se fasse bouffer par la distrib. Merci beaucoup. Et tout cela me donne extrêmement faim. Bon, écoutez, c'est pour ça. En plus, on a un peu débordé, mais c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup, Éric Orsena. On est toujours ravis de votre travail de synthèse et d'observateur de ces rencontres dont vous êtes le parrain, ces rencontres de l'ANA. Je le rappelle d'ailleurs, prochain rendez-vous, le 21 et le 22 mai, marché de producteurs. Si vous êtes vous-même producteur, il y a encore de la place, je crois, sauf pour les viticulteurs, si je suis précis. Et en tout cas, vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes consommateur, et vous l'êtes tous, nous le sommes tous, rendez-vous donc pendant ces 2 jours à Bordeaux pour le marché qui sera donc le marché de l'ANA, et ça va être magnifique, j'en suis sûr. Merci à tous nos experts, merci évidemment à Claire Maté. On vous souhaite franchement une réussite totale avec les pâtes et avec tous les produits, comme on souhaite une réussite totale à tous les gens qui vont peut-être, à partir de cette rencontre, décider de s'installer. C'est tout le mal qu'on souhaite aux consommateurs et aux producteurs. Portez-vous bien, à très vite, merci.